Ça fait 30 ans aujourd'hui, hein. C'est déjà un bon bout de vie, quoi. Et alors que nous, ça a été l'apogée de notre vie. On va se voir, je pense, tous les 10 ans maintenant, mais 30 ans, c'est une date qui me plaît. Parce qu'on a beaucoup de recul par rapport à l'événement, donc il n'y a plus toute l'effervescence. Et on est encore conscient, on n'est pas encore tout à fait gaga tous. Et donc on est encore conscient de ce qu'on fait et on se rend compte qu'on est rentré dans l'histoire, quoi, ouais. Alors Eric, quand on reprend la chronologie de cette saison, à l'été 92, on a du mal à imaginer que vous allez gagner la Coupe d'Europe, non? Elle est hyper compliquée avec tout ce qui s'est passé, Furiani, l'équipe de France qui se vautre à l'Euro, les départs de tauliers comme Jean-Pierre, Carlos et Chris. C'est une préparation de saison qui est pas faite pour aller chercher le titre de champion d'Europe, quoi. Vous-même, vous avez failli partir. Jeannot Fernandez arrive, je sors d'une saison blanche parce que j'avais été blessé et Bernard Tapie ne voulait plus de moi, quoi. Et je sais que son épouse Dominique avait plaidé pour moi, mais surtout que Jeannot Fernandez a tout fait pour me garder, puisque moi je l'avais appelé un jour en lui disant je vais partir, je devais aller à Nîmes en plus. Et Jeannot me dit non, ne pars pas, tu verras, t'inquiète pas. Tu auras ta chance et je sais que je peux compter sur toi. Les premiers mois de cette saison ont été particulièrement compliqués. La complexité du début de saison avec tous ces changements a fait que ouais, on a galéré. Il y a eu ce fameux match contre Nantes au Stade Vélodrome. Alors je m'en souviens bien parce que d'abord Bernard Tapie nous garde dans le vestiaire. Ça avait chauffé dans les tribunes après nous. Et il y a même des supporters qui nous avaient attendus, alors qu'on était sortis pratiquement à 1h du matin du vestiaire, qui nous avaient attendus. Et il y en avait un qui avait jeté une pierre sur la voiture de Rudy Voleur. Et il s'était arrêté pour leur courir après. Donc c'était quand même chaud le début de saison. Et puis il y a même la qualification pour ces fameux matchs de poule là, puisque la formule était un peu bizarre à l'époque, où on tremble au retour contre Bucarest pour se qualifier. Et avec une grosse pression parce que Tapie allait tous nous dégager si jamais ça passait pas en poule, quoi. Peu à peu, cette équipe trouve son identité et notamment dans les gros matchs, en Europe et en France contre PSG. C'est clair que s'il y a un match qui symbolise un peu l'état d'esprit de cette équipe-là, c'est celui au PSG juste avant la trêve hivernale. Je me plais à dire régulièrement que c'est pas la plus belle équipe dans laquelle j'ai joué de l'OM, mais c'est celle avec laquelle j'irai à la guerre. Et ce match-là reflète l'état d'esprit de cette équipe-là. Moins de talent, plus de combativité, plus de solidarité, justement. Et ce match à Paris, on m'en parle encore parce que c'est... même moi, quand je le revois aujourd'hui, ça fait peur, quoi. Pendant les 20 premières minutes, il y a des coups de tous les côtés. Il y a je ne sais pas combien de fautes sifflées, je ne sais pas combien de cartons jaunes. Aujourd'hui, ce match-là, il s'arrête parce qu'il y a trop d'expulsés. Quand on voit ce match-là, quand on voit comment on va le gagner contre notre adversaire de l'époque en championnat, on se rend compte que cette équipe-là a un truc en plus par rapport à ses devancières, peut-être plus talentueuse, mais là, je le dis, tu pouvais aller à la guerre avec, quoi. Raymond Goethals, qui reprend les rênes de l'équipe au détriment de Jean Fernandez, c'était attendu auprès des joueurs. On le voyait toujours tourner autour de l'équipe et il avait du mal à lâcher ce rôle d'entraîneur, quoi. Il était derrière Jeannot Fernandez. Je pense que Jeannot en a souffert parce que c'est difficile de passer derrière Raymond et de pouvoir exister. Et alors je ne vais pas dire qu'il lui a savonné la planche, mais je pense que vu comment avait débuté la saison, il a tout fait pour récupérer l'équipe, quoi. Et nous, malgré tout, on le sentait, quoi. On sentait que Jeannot était fragilisé, que Bernard Tapie avait plus trop confiance en lui et que Raymond attendait que ça, quoi. Donc c'était une demi-surprise, on va dire. Alors, parmi ceux qui ont des difficultés initiales, celui qui a eu l'ascension la plus spectaculaire, c'est sûrement Marcel Desailly. Marcel, moi je me souviens de ses difficultés en début de saison où même lui le reconnaît aujourd'hui, il ne savait plus jouer au foot tellement qu'il avait pris la pression. À l'entraînement, on prenait un malin plaisir quand on faisait les taureaux à lui faire des petits pompes parce qu'il avait ses grands compas là et ça le rendait fou et surtout il a eu du mal à passer de Nantes à l'OM, quoi, à passer le palier supplémentaire. Il y a un match à Toulon où on va jouer, où lui joue en levée de rideau avec la 3e division. Marcel ne comprend pas ce qui lui arrive.
Et c'est petit à petit. Alors Alain Boxic, lui, c'est plus dès que sont arrivés les gros matchs où il a commencé à claquer des buts importants. On sait que le buteur, dès qu'il commence à marquer, ça se passe bien. Lui, Marcel, il a fallu qu'il rentre, qu'il sorte, qu'il se fasse sa place, qu'il trouve son poste dans un dispositif qui était particulier, puisque des fois on jouait à 2 défenseurs centraux, mais souvent à 3, pour arriver au niveau qui a été le sien derrière, quoi. Mais lui, ça a été 6 mois de souffrance. Le tournant, c'est votre premier match de poule à Glasgow. Le match à Glasgow, on peut le présenter comme le véritable tournant de la saison pour nous. Ben, on a un truc de particulier dans cette équipe-là, notamment dans l'adversité. Ce match-là, quand tu le revois, tu te dis, tiens, on aurait dû le gagner facilement, et puis finalement, on est allé chercher un nul dans la souffrance qui montre que, encore une fois, que cette équipe-là est capable d'encaisser des grosses pressions. Alors attention, Glasgow Rangers, c'était pas une grande Europe, mais à l'époque, c'était solide, quoi. Ils avaient une belle équipe, que des internationaux écossais, renforcés par des Anglais très forts. Et surtout, le contexte du match, quoi. Ce stade plein, avec cette ambiance, avec cette pluie qui tombe pendant 1h30. On peut dater le virage vers la finale à ce moment-là en Ligue des Champions. Fabien Barthez, c'est une révélation pour vous? Il joue très rapidement alors que c'est pas prévu et qu'il est, mais alors d'un flegme assez impressionnant pour son jeune âge et puis pour la pression qu'il a, quoi, parce que il y a la pression de Tapie au-dessus, il y a la pression de Pascal Olmeta qui est là derrière. Et il n'a jamais montré de signe d'anxiété, même dans les moments où ça allait mal, parce que le fameux match à Glasgow, il prend la marée, sur tous les ballons aériens, il se fait bouger, parce que là-bas, tu as le droit de plafonner le gardien, et on se rend compte que même nous, sur le coup, on le trouve un peu tendre sur ce match-là, parce que c'est toujours bien quand tu as un gardien qui rassure, notamment sur les ballons aériens. Et en effet, il avait été le baptême du feu pour lui avait été un peu douloureux. Même après ce match-là, je l'ai jamais vu trembler, ce mec. J'ai jamais vu anxieux, j'ai jamais vu soucieux par rapport à son poste ou à ses performances. Il prend naturellement la place de Pascal et j'ai l'impression que Pascal, il le dira sûrement mieux que moi. Normalement, quand le gardien perd sa place, il le vit toujours un peu mal et c'est pas évident la gestion des gardiens de but. Et on a l'impression aussi, voire même sur la gestion de toute la saison derrière, il est adoubé par Pascal, quoi, finalement. Pascal se rend compte que c'est un phénomène. Nous, sur les premiers matchs, il a pu nous faire peur. Pascal, presque il lâche vite l'affaire, quoi, en se disant bon, mais je suis en train de me faire piquer la place par un monstre, quoi. Et ce qui sera la réalité derrière quand on voit ce qu'il fait cette saison-là, ce qu'il fait en finale. Parce que moi je pars du principe que Fabien nous fait gagner la finale. Et ce qu'il fait sur l'ensemble de sa carrière, quoi. Signe de sa décontraction, il se dit même qu'avant le coup d'envoi, il se rend compte qu'il n'a pas ses gants. Je ne sais toujours pas ce qui est la réalité, ce qui est la légende. Parce qu'il y a beaucoup de légendes après des matchs comme ça ou des épopées comme ça. Le fait qu'il s'endorme dans le bus, ça c'est la réalité parce que j'étais à côté de lui. Donc voilà, je sais pas, quand tu... moi, en tout cas, quand j'allais sur un match dans le bus, tu es toujours un peu anxieux. Tu es déjà en train de visualiser le match. Bon, ben, l'autre, il dormait à côté, quoi. Donc, il finissait sa sieste. Après, l'histoire des gants, on ne sait plus s'il a oublié les gants à l'hôtel, s'il a oublié les gants sur le terrain quand il a fait la photo, ou dans les vestiaires au moment de la photo. La décontraction, elle est tout de même générale. Vous aussi, vous faites vos petites blagues. J'aimais bien, quand un mec lisait le journal, je lui mettais le feu au journal, tu sais. Alors des fois c'est rigolo selon le contexte, et là c'était dans le bus en partant du stade Vélodrome pour aller à Munich. Et c'est vrai que bon, Basile il était déjà un peu dans sa bulle, quoi. Et bon, voilà, comme un con, il lisait le journal, je suis allé avec le briquet, bim, j'ai allumé le journal, et alors en plus ça prend vite feu. Et j'avoue que c'est impressionnant dans un bus. Il avait mal pris, il m'a coursé dans le bus. Je crois même les autres nous avaient séparés parce qu'on allait en venir aux mains, quoi. La plaisanterie lui avait pas particulièrement plu, quoi. Bon, pour résumer, la préparation du match se fait dans la bonne humeur. La préparation du match, finalement, elle est à l'opposé de ce qu'on avait vécu à Bari, où on a été calfeutré dans un bunker. Je crois qu'on ne vous avait pas croisé pendant la préparation du match. Parce qu'on s'était rendu compte, et Bernard Tapie s'était rendu compte que ça avait été contre-productif. Donc là,
c'est clair que c'était, moi j'ai l'habitude de dire qu'on était au Club Med, quoi. Ils nous avaient mis dans un hôtel dans la campagne, c'était ouvert, vous veniez aux entraînements facilement, les anciens venaient puisque Chris était venu, Bernard Tapie venait s'entraîner avec nous à l'échauffement. Bon, les repas c'était un buffet dehors au soleil parce qu'il faisait beau en Allemagne à ce moment-là. Et pour nous, les trois anciens, les trois traumatisés, soi-disant, de 91, finalement, du coup, on avait mieux vécu la préparation de ce match-là, parce que Basile avait fait le con, bien sûr, comme souvent. Et par contre, une fois qu'on s'était retrouvé en Allemagne, le contexte avait fait qu'on avait moins de pression. Et surtout, nous, les trois anciennes de 91, donc Bédi, Basile et moi, on aurait pu être traumatisés. En tout cas pour moi, au contraire, parce que d'abord, après 91, je pensais plus jamais revivre de finale, donc pour moi c'était du bonus. Et surtout, on n'était pas favoris, quoi. Voilà, donc il y avait cette préparation où on s'était enlevé toute la pression, et puis la pression c'était Milan qui l'avait, c'était eux les favoris. En 91, on était favoris, soi-disant. Peut-être d'ailleurs, c'était pas si réaliste que ça, mais en tout cas, on avait pris toute la pression. Je l'ai vécu vraiment à l'inverse, que ce soit au niveau de la préparation, de la pression, de la manière d'appréhender le match. Ça a été le jour et la nuit avec ce qu'on avait vécu à Paris, et ça peut expliquer même le résultat du coup, quoi. Est-ce que, bien que largement favoris, les Milanais étaient revanchards par rapport à 91, ou au moins plus méfiants? À Munich, sous le tunnel, je peux te dire que tu sens déjà quand les mecs, ils te prennent pas de haut. Peut-être qu'à San Siro, ils nous avaient pris de haut au début, et en plus ils marquent rapidement. Là, tu sens, je sais pas, tu sens pas dans le regard, tu sens que tu es aussi grand qu'eux, quoi, que tu leur fais peur autant qu'ils te font peur, et que ils sont pas aussi monstrueux que ça, quoi. Et c'est pour ça que des fois, il y a des signes dans des matchs. On dit des fois tu gagnes un match dans le tunnel. Moi j'y crois, moi, ça. Parce que je l'ai vécu, j'ai eu des sensations dans un tunnel qui se sont vérifiées souvent derrière, quoi. L'OM a passé sa finale à défendre. Donc vous, défenseur, vous avez dépassé la ligne médiane en 90 minutes. Ouais, je crois que je dépasse la ligne médiane une fois sur un contre. On est acculé, on doit avoir une ou deux occasions, mais vraiment sur des dégagements un peu à l'arrache. Pour moi, Fabien nous fait gagner ce match-là. Quand on se souvient les arrêts qu'il fait, Massaro, Van Basten, s'ils avaient marqué, mais c'était fini pour nous. Et donc voilà. Mais c'est vrai que c'est une longue souffrance jusqu'à la mi-temps, quoi, et jusqu'à cette minute où il y a le corner, quoi. C'est un miracle qu'on arrive déjà au vestiaire, et c'est même l'idée qu'on a sur le terrain quand on va vers la mi-temps, c'est d'arriver à 0-0. Mais le score à la mi-temps ne va pas être 0-0. Alors racontez-moi votre vision de ce but. C'est fou parce que je ne vois pas rentrer le ballon sur le but, donc je suis peut-être le dernier à avoir vu qu'on avait marqué. Après la deuxième mi-temps, c'est un long combat pour garder le résultat, et moi j'ai souvenir d'avoir été replacé dans l'axe à un moment donné, de courir après Van Basten et de faire je sais pas combien de tacles défensifs le long de la ligne là-bas, parce que on joue le 1-0, quoi. Et vous allez parvenir à le garder. La fin était longue à venir? La fin est particulière. Je me suis rendu compte de ce qu'on était en train de faire. Et là, j'ai passé alors, je sais pas si c'est 2, 3, 4 minutes, je sais pas combien de temps c'est, mais tu as l'impression que c'est long. J'ai passé cette fin de match entre me dire putain, mais tu es en train de faire le truc de ta vie, mais non, mais c'est pas fini, et quand est-ce qu'il siffle le mec en noir là. Et donc je le regardais tout le temps, je le cherchais du regard pour voir quand est-ce qu'il allait mettre le sifflet à la bouche, parce que c'était interminable. Et alors c'est rigolo parce qu'il siffle, si je me souviens bien, il siffle la fin sur une touche où j'étais concentré sur le mec qui faisait la touche, il était derrière moi, et c'est peut-être le seul moment où je le regardais pas, où j'entends retentir le sifflet. Et là, alors c'est rigolo parce que j'ai toujours pensé que j'étais tombé à la renverse sur le terrain, alors que j'ai revu les images, et non, je suis là comme un con, là. Moi, je me suis rendu compte de ce qu'on avait fait à ce moment-là, peut-être même de ce que ça représentait, mais tu es fatigué, tu sais pas comment le retranscrire et tout. Voilà, et
Vous imaginez alors la folie que ce succès va engendrer? Moi, je suis appelé sur le plateau de TF1, et quand j'arrive, je crois que la première question que me pose, ou la première remarque que me fait Jean-Michel, c'est « Tiens, regarde les images à Marseille ». Et TF1 a mis des caméras sur le Vieux-Port. Waouh, je me souviens, je suis rentré dans le vestiaire, je crois que j'avais dit à mes copains, on a rendu des gens heureux, quoi, tu vois. Le retour à Marseille était encore plus grandiose, non? On a pris une claque quand on atterrit à Marseille, on monte dans le bus, on sort de l'aéroport, et là, c'est noir de monde. Les gens s'arrêtaient au bord de la route, il y avait les voitures arrêtées au bord de la route qui nous attendaient, il y avait les motos et des voitures qui nous suivaient, ou par les vitres du bus, aux gamins, ils faisaient des roues arrière, ils faisaient les cons, bon, comme on pouvait tout faire quand on était jeune. Ou on leur disait attention, attention, parce qu'il y avait des voitures, des scooters, et tout ce monde jusqu'au stade Vélodrome. C'est-à-dire qu'il y avait une haie d'honneur de Marignane au stade Vélodrome. Alors, sur l'autoroute, avec des voitures arrêtées, des gens qui étaient debout sur le capot, et jusqu'en ville où c'était une marée humaine. Et alors, le stade Vélodrome, je crois qu'ils ont rentré plus de monde que le stade contenait, il me semble. Au Vélodrome, vous avez même failli défaillir sous le coup d'émotion. J'avais un rapport particulier avec le public, les anciens minots, formés au club. J'avais une chanson, voilà. Puis moi j'ai toujours habité en ville longtemps, donc j'ai toujours fait partie des meubles, quoi. Donc bon, j'étais le petit jeune du centre de formation qui était là, j'étais un peu la dernière roue du carrosse. Et ce soir-là, ouais, je me suis senti grand, quoi. Je me suis senti à l'égal de mes copains qui étaient des stars, voire même au-dessus, parce que l'accueil que j'avais reçu à ce moment-là était particulier, quoi, voilà. Et donc du coup, ouais, je tremblais, je chialais, et Bernard Tapie, Jean-Louis Levrault et Jean-Pierre Bernet étaient venus me soutenir parce qu'ils avaient cru que j'allais tomber dans les pommes, quoi. Alors les hommages qui vous ont été rendus vous ont permis aussi de rencontrer le président de la République. Dans les festivités d'après-match, il y a la réception à l'Élysée. François Mitterrand, donc président de la République à l'époque, on l'avait briefé sur tous les joueurs, hein, parce que je ne suis pas sûr qu'il était grand fan de foot. Et donc on était en randonnion et il passait nous saluer et il avait un mot pour tout le monde. Et donc il se trouve que j'avais pu entendre ce qu'il disait à mes copains. Il avait un mot pour chacun, très personnel. Et moi, il m'avait parlé de mon village d'enfance, quoi, Robion. Alors Robion était connu parce que Georges Marchais était un citoyen robionnais. Et la culture de François Mitterrand fait qu'il devait connaître ce joli village du Luberon. Et il m'avait parlé de mon village. Donc, alors, je ne sais plus s'il m'avait dit monsieur Niméco ou Eric. Vous êtes Vauclusien, Robion, je connais. Je ne sais pas s'il m'avait pas fait une référence à Georges Marchais. Et j'avais été impressionné, bon, d'abord par le charisme de l'homme, et puis par le... Voilà, on lui avait raconté une anecdote sur 20 joueurs, et machine de guerre, quoi. Donc voilà, bon. On a l'impression qu'il te connaît, quoi, alors qu'il avait juste été briefé. Ouais. Pour tous ceux qui ont vécu cette semaine folle, le OM-PSG qui suit le samedi, 3 jours après la finale, en est indissociable. Ouais, l'après-match a été particulier parce que ne pas oublier qu'on avait un match de championnat pour jouer le titre contre le PSG 3 jours après. Et moi, je faisais chambre avec Franck Sauzet et je lui parlais plus du match contre le PSG que de la finale. Gagner contre le PSG et être champion de France 3 jours après, ça voulait dire aussi pour moi 5 titres d'affilée. Je rentrais un peu dans l'histoire même du football, puisque je crois que 5 d'affilée, c'était jamais arrivé à l'époque. Et du coup, j'étais focalisé sur ce match-là. Il nous faut une haie d'honneur quand on rentre, je crois. Bon, il y avait une grosse rivalité à l'époque, hein. Et on commence le match, nous on est encore avec les bulles de champagne dans la tête, là, les jambes un peu raides, et il marque d'entrée. Et je crois que c'est ça qui nous sauve le match, parce qu'on se regarde tous, on disait, même sans se parler, parce que des fois on croit qu'on se parle, mais juste dans le regard on s'est dit putain, mais on va pas se laisser marcher dessus, il nous marche dessus là. Et en réalité derrière c'est une longue rébellion, quoi, où on décide moi je me souviens,
Je me chope avec David Ginola, Basile et Marcel avec Georges Weah. On a mis Omen dans le tunnel rentrant à la mi-temps parce que c'est chaud. On se sert du combat et un peu de la castagne pour se remettre en route quand on se souvient du but de Basile. Et la manière dont il marque, c'est pas un but de la tête, c'est la hargne, quoi. Il le dit lui-même, il veut en faisant sa tête, il veut emplâtrer Ricardo. Et voilà, c'est la haine de perdre contre Paris qui nous fait marquer ce but-là. Et qui est un but d'anthologie. J'avoue que j'ai plaisir à le revoir, ce but-là, parce qu'il y a tout dans ce but de la part de Basile, cette hargne, bon, le talent avant des mecs qui font toute l'action. Et la lucarne, enfin bon, il est irréel, ce but-là. Et encore, c'est pas fini. Le dimanche, les handballeurs d'OM Vitrolles gagnent eux aussi la Coupe d'Europe. Bonne occasion pour fêter tout ça, ensemble, handballeurs et footballeurs. Et le lendemain, les handballeurs sont champions d'Europe à leur tour. Donc avec le frère de Bernard Tapie qui est président et avec tout ce que ça engendre derrière, c'est-à-dire nos festivités de champions d'Europe sont partagées avec les handballeurs. Donc il y a notre défilé sur le Vieux-Port dans le bus impérial avec eux, plus la fête derrière. Alors je sais ce que c'est la fête avec des rugbyman, avec les handballeurs c'est pas mal. Hein. Ils sont bons, ouais. Ils sont bons. Ils étaient meilleurs que nous, quoi, parce qu'on était un peu des agneaux avec. Donc du coup, je me souviens avoir eu pas mal à la tête après les sorties avec eux, parce qu'ils en boivent un peu et nous on ne pouvait pas suivre. Ouais. Ouais, c'est des bons. Ouais. Ce succès, ça a créé un lien indéfectible entre les joueurs de l'OM. Il reste un lien, même si tu t'es séparé, même si tu te vois que tous les 10 ans. Même s'il y a des animosités entre certains, tu as combattu, tu es allé au front ensemble, quoi. Et donc moi, quand je recroise mes potes, on est frères de sang. Alors après, c'est sûr que bon, on en a perdu 2. Et malheureusement, on va se revoir tous les 10 ans et c'est la vie. Il va en manquer chaque fois. J'espère le moins possible, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut profiter de ces 30 ans parce que voilà, on est toujours tous là. Et pour vous, l'enfant du cru, c'est une fierté particulière? Ouais, moi ce titre-là me colle à la peau chaque jour que Dieu fait, puisque je vis dans Marseille, centre-ville. Et pour exemple, récemment, au cours Julien, un matin tôt, j'avais un rendez-vous, j'attendais sur mon scooter, il y a un petit gamin de 10 ans avec son cartable qui allait à l'école et qui s'est arrêté, il m'a dit « Vous êtes monsieur Dimeco ?» Et je lui ai dit « Mais tu es tout petit ?» Il me dit « Mais… » Mon père m'a montré tous les matchs et il n'y a pas longtemps, j'ai encore vu la finale et tout. Et voilà, ça c'est collé à nous et encore plus quand tu vis dans cette ville, quoi. C'est tous les jours on te renvoie à ça, toi. Voilà, donc c'est l'histoire de ma vie, quoi. À la fin du match, j'échange le maillot avec Van Basten et que je suis tout fier de l'offrir à mon père. Et que mon père me regarde, il me dit « Mais je m'en fous moi de Van Basten, moi je voulais celui de Maldini. » Alors que celui-là, il est mythique, parce que c'est le dernier maillot que Van Basten a porté sur un terrain. Malheureusement, il avait été gravement blessé, il n'a plus rejoué derrière. Bon, quand on se souvient le joueur,